Chaque famille a sa propre dynamique, et la nôtre n'était pas différente. J'avais 29 ans, j'occupais ce que ma famille considérait comme un « faux travail » dans le marketing numérique, et je vivais dans ce qu'ils appelaient un « minuscule appartement » à l'autre bout de la ville. Mon frère aîné, Mathieu, avait le poste d'avocat d'affaires qu'il comprenait, la maison en banlieue qu'il respectait, et l'épouse qui les impressionnait lors des réunions. J'avais appris il y a longtemps à garder ma situation financière privée. Quand j'ai lancé mon agence numérique 3 ans plus tôt, la famille a rejeté cela comme si je jouais sur l'ordinateur. Quand les clients ont commencé à payer des sommes importantes pour des campagnes sur les réseaux sociaux et le développement de sites web, je n'ai jamais corrigé leurs suppositions. Quand l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres, puis plusieurs centaines de milliers d'euros, j'ai conservé la même attitude humble qui m'avait protégé de leurs attentes pendant toute mon enfance. La veille du réveillon de Noël, j'examinais les rapports trimestriels quand mon téléphone a sonné. « Camille, tu apportes le dessert demain », a annoncé maman sans préambule. « Et assure-toi que ce soit une bûche de pâtissier. Nous ne voulons pas d'une autre catastrophe comme ta tentative de dessert maison de l'année dernière. » Bien sûr, ai-je répondu, tout en notant un autre paiement dans mon tableur de suivi financier. Le virement mensuel vers le compte se terminant par 7834 avait été effectué avec succès, comme cela avait été le cas au cours des 36 derniers mois. « Et habille-toi convenablement », a-t-elle continué. Mathieu amène son nouveau client et nous voulons faire bonne impression. Essaie de ne pas mentionner ce travail que tu fais. Ce soir-là, j'ai choisi une simple robe noire dans mon placard. Rien qui n'attirerait l'attention ou ne susciterait de questions sur la manière dont je pouvais me permettre de telles choses. J'avais appris à m'habiller simplement pour les événements familiaux afin de maintenir l'image qu'ils savaient de moi, celle de leur plus jeune fille en difficulté qui n'arrivait pas tout à fait à mettre de l'ordre dans sa vie. Le trajet jusqu'à leur maison à Saint-Germain-en-Laye prenait 25 minutes depuis mon appartement de Lyon. J'avais spécifiquement choisi de vivre en ville dans un immeuble qu'ils considéraient comme « mal famé », pour maintenir leur perception que je joignais à peine les deux bouts. La vérité était que mon loft se trouvait dans l'un des quartiers les plus chers, avec des baies vitrées du sol au plafond et une vue sur la Saône, mais ils ne sont jamais venus le voir. Je suis arrivé à exactement 17h30, portant une bûche de Noël de la pâtisserie qu'ils préféraient. La maison avait l'air impeccable, comme toujours. Maman avait de nouveau repeint le salon, installé un nouveau parquet dans la salle à manger et modernisé les appareils de cuisine depuis ma dernière visite. Les rénovations étaient magnifiques et coûteuses. « La voilà », s'est exclamé papa en entrant. Notre petite entrepreneuse. Le mot dégoulinait d'une douce moquerie, de la même manière qu'il décrirait le stand de limonade d'un enfant. Mathieu se tenait près de la cheminée, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, parlant avec animation à un homme plus âgé et distingué dans une tenue tout aussi chère. « Camille » a appelé Mathieu. « Viens rencontrer Monsieur Durand. Il envisage un peu de marketing pour son cabinet. » Monsieur Durand m'a tendu la main poliment, bien que je puisse voir le dédain dans ses yeux lorsqu'il a examiné ma robe simple et mon apparence discrète. « Ravi de vous rencontrer. Mathieu me dit que vous faites un peu de travail sur ordinateur. » Quelque chose comme ça, ai-je répondu avec un sourire. Surtout des sites web pour de petites entreprises. Ah, a-t-il hoché la tête, perdant déjà tout intérêt. Eh bien, continuez comme ça. Tout le monde a besoin d'un passe-temps. Mathieu a ri et a ramené la conversation sur des sujets juridiques pendant que je me dirigeais vers la cuisine, où maman orchestrait les derniers préparatifs du repas avec une précision militaire. « Mets la table pour 8, m'a-t-elle ordonné, et utilise la vaisselle de tous les jours pour toi. Garde la belle porcelaine pour les invités importants. » J'ai obéi sans commentaire, arrangeant le couvert dépareillé qu'elle m'avait désigné à l'extrémité de la table, loin de l'endroit où se dérouleraient les conversations sérieuses. Ma belle-sœur, Juliette, est arrivée avec leurs 2 enfants, se lançant immédiatement dans un récit détaillé de leurs récentes vacances en Europe et des entretiens pour les écoles privées qu'ils avaient menées pour Emma, âgée de 5 ans. Nous envisageons le cours Victor Hugo, a-t-elle annoncé fièrement. Les frais de scolarité sont élevés, mais Mathieu insiste pour la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. C'est merveilleux, ai-je répondu sincèrement. Emma est si brillante. Elle s'épanouira n'importe où. Eh bien, pas n'importe où, a interjeté maman d'un ton pointu. Certains d'entre nous comprennent l'importance d'investir dans une éducation de qualité au lieu de gaspiller de l'argent dans des choses futiles. Le commentaire, avec sa signification intentionnelle, m'a piqué. Ils évoquaient encore ma décision d'aller à l'université publique au lieu de l'école privée qu'ils avaient préférée,
comme si mon choix de terminer mes études sans dette avait été un échec personnel plutôt qu'une prudence financière. La conversation pendant le dîner s'est déroulée autour de moi, comme toujours. Mathieu a discuté de sa dernière affaire très médiatisée. Juliette a partagé des nouvelles de leur calendrier social au club de golf. Et Monsieur Durand a offert des aperçus sur le marché des voitures de luxe. Je contribuais lorsqu'on me le demandait directement, mais j'écoutais surtout, habitué à être traité comme le membre de la famille qui avait peu de choses de valeur à ajouter aux discussions sur le succès et la réussite. Camille essaie de faire marcher ce truc d'internet depuis des années maintenant, a expliqué papa à Monsieur Durand pendant le plat principal. Nous continuons d'espérer qu'elle trouvera quelque chose de plus stable. L'économie des petits boulots est difficile, a répondu Monsieur Durand avec sympathie. Ma fille a traversé une phase similaire avant de s'établir dans une vraie carrière. Exactement, a convenu maman en remplissant son verre de vin. Nous avons essayé de lui faire comprendre que jouer sur les ordinateurs n'est pas un mode de vie durable, mais vous savez comment sont les jeunes quand il s'agit de faire face à la réalité. J'ai coupé une autre bouchée de dinde et j'ai hoché la tête en signe d'accord. Vous avez probablement raison. Alors que nous passions au dessert, la conversation a pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Maman avait bu du vin tout au long du dîner, et sa langue s'était considérablement déliée. Vous savez ce qui est vraiment embarrassant, a-t-elle annoncé à la tablée. Avoir une fille de 29 ans qui ne peut même pas payer son propre loyer. La table est devenue silencieuse un instant. Juliette avait l'air mal à l'aise, Monsieur Durand étudiait sa part de bûche avec intensité, et Mathieu s'est raclé la gorge, gêné. Maman, dit doucement Mathieu. Peut-être que nous n'avons pas besoin de... Non, ça va, a continué maman en agitant la main d'un air dédaigneux. Camille sait que nous nous inquiétons juste pour son avenir. N'est-ce pas, chérie? J'ai levé les yeux de mon assiette, croisant son regard légèrement flou. Bien sûr. Je veux dire, regardons cette situation objectivement, a-t-elle insisté. Voilà Mathieu qui soutient sa famille, achète une belle maison, planifie l'éducation de ses enfants. Il contribue à cette famille, nous aide quand nous en avons besoin. Et puis il y a Camille. Elle a fait un geste vague dans ma direction. Papa a repris le fil. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que nous nous inquiétons pour ta stabilité financière. Tu vis dans ce minuscule appartement, tu conduis cette vieille voiture, tu travailles à ce boulot d'ordinateur qui ne semble offrir aucune sécurité réelle. Nous t'avons proposé de t'aider à trouver quelque chose de plus stable, a ajouté maman. Mathieu pourrait probablement te trouver un poste de débutante dans son cabinet. Du travail de réceptionniste, du classement, quelque chose avec des avantages sociaux. C'est très gentil, ai-je répondu d'un ton égal. J'apprécie votre sollicitude. Vraiment? La voix de maman montait légèrement. Parce que honnêtement, Camille, ça devient embarrassant. Quand les gens me posent des questions sur mes enfants, je peux parler de la voie de Mathieu vers le partenariat, de sa belle famille, de son succès. Mais quand ils me demandent pour toi, elle s'est interrompue avec un haussement d'épaule. Monsieur Durand étudiait maintenant activement le motif de son assiette à dessert, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Juliette coupait de minuscules bouchées de bûche pour les enfants, évitant le contact visuel avec tout le monde. La vérité, c'est, a dit papa en se penchant en avant avec l'expression sérieuse qu'il arborait lorsqu'il dispensait ce qu'il considérait comme de l'amour vache, que tu dois arrêter de prétendre réussir et commencer à prendre des mesures concrètes vers une véritable carrière. Tu as 29 ans, a continué maman. La plupart des gens de ton âge ont leur vie en main. Ils ne s'amusent pas encore avec des entreprises de loisirs en vivant comme des étudiants. Mathieu est finalement intervenu. Peut-être pourrions-nous en discuter plus tard, en privé. Pourquoi, a exigé maman. Camille n'est pas une enfant. Elle peut supporter une conversation honnête sur sa situation. N'est-ce pas, chérie? J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. Absolument. J'apprécie votre honnêteté. Bien, a-t-elle hoché la tête avec approbation. Parce que franchement, il est temps que tu arrêtes de faire semblant et que tu reconnaisses la réalité. Tu ne peux même pas payer ton propre loyer sans te débattre. N'est-ce pas embarrassant pour la famille? Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie. Autour de la table, tout le monde était devenu très silencieux, attendant de voir comment je réagirais à ce qui était essentiellement une humiliation publique déguisée en inquiétude. J'ai souri calmement et j'ai pris mon verre d'eau. Tu as absolument raison, maman. Je devrais vraiment faire face à la réalité.
Elle a semblé surprise par mon accord facile, comme si elle s'était attendue à plus de résistance. Eh bien, c'est bien. Je suis contente que tu sois enfin prête à être réaliste quant à ta situation. Complètement réaliste, ai-je confirmé. Papa a hoché la tête avec approbation. C'est ce que nous aimons entendre. Maintenant, à propos de l'offre de Mathieu pour t'aider à trouver quelque chose dans son cabinet. J'ai écouté poliment pendant qu'ils exposaient leur plan pour ma réhabilitation professionnelle, hochant la tête à intervalles appropriés et faisant des bruits d'accord non engageants. Monsieur Durand a progressivement rejoint la conversation une fois qu'elle s'est éloignée du sujet inconfortable de mes échecs apparents. Juliette a commencé à discuter des plans pour les vacances, et la tension à table s'est lentement dissipée. Au moment où j'ai aidé à débarrasser, l'ambiance était revenue à quelque chose qui approchait la normale. Maman semblait satisfaite d'avoir enfin réussi à me faire comprendre mon mode de vie irréaliste. Papa paraissait soulagé que je revienne à la raison concernant ma situation. Même Mathieu avait l'air content que l'intervention familiale se soit déroulée plus facilement que prévu. Je me suis réveillé le vendredi matin dans mon loft du centre-ville, la lumière du soleil inondant la pièce à travers les baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. L'espace était meublé de manière minimaliste mais élégante, avec des sols en béton poli et des murs en briques apparentes dont la rénovation avait coûté plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Devant un café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les relevés d'activité du mois précédent. Les revenus avaient augmenté de 18% par rapport au trimestre précédent, principalement grâce à 3 nouveaux contrats d'entreprise qui rapporteraient chacun plus annuellement que ce que Mathieu gagnait dans son cabinet d'avocat. Mon portefeuille d'investissement avait franchi une nouvelle étape, et les flux de revenus passifs généraient suffisamment chaque mois pour couvrir les dépenses annuelles de la plupart des gens. Mais ce matin-là, je ne me concentrais pas sur les indicateurs de succès. Au lieu de cela, je pensais à la dignité, au respect et à la différence entre quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui comprend l'argent. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro familier. Service client de BNP Paribas. Ici Isabelle. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour Isabelle, ici Camille Dubois. Je dois annuler un virement récurrent depuis mon compte professionnel. Bien sûr, Madame Dubois. Pouvez-vous vérifier les informations de votre compte pour moi? J'ai fourni les détails nécessaires, naviguant à travers les questions de sécurité avec une aisance habituée. Je vois le virement auquel vous faites référence, a dit Isabelle après un moment. Le paiement mensuel de 4 400 € au compte se terminant par 7 834. Il est actif depuis 36 mois. Puis-je vous demander la raison de l'annulation? Le bénéficiaire n'a plus besoin de cette aide, ai-je simplement répondu. Compris. Je peux traiter cette annulation immédiatement. Le prochain virement prévu était pour le 1er décembre, mais il sera maintenant annulé. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? C'est tout. Merci. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise, regardant la ville en contrebas. Pendant 3 ans, j'avais discrètement couvert le paiement de l'hypothèque de mes parents, depuis que la retraite anticipée de papa avait réduit leurs revenus fixes et que les habitudes de dépenses de maman étaient restées inchangées. Ils n'avaient jamais demandé d'aide directement, mais j'avais remarqué le stress dans leurs conversations sur l'argent, la façon dont ils avaient cessé de parler de certaines dépenses, les petites économies qu'ils avaient commencé à faire. Alors j'avais simplement commencé à effectuer les paiements, en les acheminant via un compte qui ne pouvait pas être retracé jusqu'à moi, assurant leur stabilité financière tout en préservant leur fierté. Cela avait semblé être la chose la plus gentille à faire à l'époque. 3 ans de paiement, 160 000 €, transférés discrètement de mon compte professionnel à leur société de prêt immobilier, leur permettant de conserver la maison qu'ils aimaient tout en croyant qu'ils s'en sortaient par leurs propres moyens. 3 ans à les écouter s'inquiéter de ma stabilité financière pendant que je subventionnais la leur. 3 ans à me faire sermonner sur la gestion de l'argent par les personnes dont je payais l'hypothèque. Mon téléphone a vibré, un message texte de mon assistante. Le contrat avec les industries Lefebvre est finalisé. Le premier paiement de 78 000 € arrive lundi. Aussi, Innovatech veut discuter d'un contrat de provision de 6 mois. Potentiel de 185 000 € au total. J'ai souri et j'ai répondu par texto, planifie l'appel avec Innovatech pour mardi et reporte la réunion Martin à la semaine prochaine. Puis je me suis préparé une deuxième tasse de café et je me suis installé pour travailler sur la campagne Lambert, un projet qui rapporterait plus que ce que mes parents avaient payé pour leur maison lorsqu'ils l'avaient achetée il y a 15 ans. Vers midi, mon téléphone a commencé à sonner.
J'ai ignoré le premier appel quand j'ai vu le nom de maman sur l'écran, pensant qu'elle voulait continuer notre conversation de la veille sur mes perspectives de carrière. Le deuxième appel est également allé sur la messagerie vocale. Au troisième appel, j'étais assez curieuse pour répondre. Camille, la voix de maman était plus aiguë que d'habitude, avec une pointe de panique qui a immédiatement attiré mon attention. Dieu merci. J'essayais de te joindre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de recevoir l'appel le plus étrange de la société de prêt immobilier. Ils disent que notre paiement automatique a été annulé, mais c'est impossible parce que nous n'avons jamais mis en place de paiement automatique. Papa gère toutes les factures manuellement. J'ai posé ma tasse de café. Cela semble étrange, en effet. La femme au téléphone n'arrêtait pas d'insister sur le fait que quelqu'un de notre foyer avait appelé pour annuler un virement mensuel, papa n'a jamais mis en place de virement de ce genre. Nous avons toujours envoyé le chèque par la poste chaque mois. Ai-je dit d'un ton neutre. Mais voici la partie vraiment bizarre, a continué maman, sa voix montant d'un ton confus. Elle a dit que le paiement qui a été annulé était de 4 400 €, ce qui correspond exactement au montant de notre hypothèque. Comment un paiement automatique aléatoire pourrait-il être du même montant exact? C'est étrange, ai-je convenu. Papa est en attente avec eux en ce moment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ils disent que le paiement provient d'un compte professionnel depuis 3 ans, mais ça n'a aucun sens. Quelle entreprise paierait notre hypothèque au hasard? Je pouvais entendre la voix de papa en arrière-plan devenir de plus en plus agitée alors qu'il parlait au service client. Camille, c'est vraiment étrange. Le timing est si bizarre aussi. Juste après notre conversation d'hier sur la responsabilité financière. C'est comme une coïncidence bizarre. Les coïncidences arrivent, ai-je dit doucement. Mais 4 400 €, Camille. Pendant 3 ans. Ça fait. Je pouvais presque l'entendre faire le calcul. Ça fait presque 160 000 €. Quelle sorte d'entreprise paie simplement l'hypothèque de quelqu'un au hasard pendant 3 ans? La voix de papa en arrière-plan devenait plus forte. J'ai saisi des fragments, aucune autorisation, jamais demandé, et, besoin d'enquêter immédiatement sur cela. Maman, ai-je dit doucement, peut-être que tu devrais te concentrer sur la compréhension de votre situation hypothécaire à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, si quelqu'un vous aidait avec vos paiements d'hypothèque et que maintenant ce n'est plus le cas, vous devrez prendre des dispositions pour couvrir ce paiement vous-même. Il y eut une longue pause. Camille, sais-tu quelque chose à ce sujet? Je sais que les paiements d'hypothèque ne se font pas tout seuls, ai-je répondu. Et si vous receviez une aide dont vous n'étiez pas conscient, vous devrez planifier en conséquence maintenant que l'aide a cessé. Une autre pause, plus longue cette fois. En arrière-plan, la voix de papa s'était tue. Camille, dit lentement maman, ce compte professionnel. Tu ne penses pas que ça aurait pu être? Aurait pu être quoi? Je veux dire, tu travailles avec des comptes professionnels, n'est-ce pas? Pour ton truc d'ordinateur. Je travaille avec divers comptes professionnels, oui. Et tu saurais comment mettre en place des paiements automatiques. C'est une fonction bancaire assez basique, maman. La plupart des gens savent comment faire ça. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil, traitant les implications de ce qu'elle commençait à suspecter. Camille, dit-elle très doucement. As-tu payé notre hypothèque? Ai-je payé votre hypothèque? Ne joue pas sur les mots avec moi. As-tu envoyé de l'argent à notre société de prêt immobilier? J'ai pris une gorgée de café et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville. Maman, tu viens de me dire que je ne peux même pas payer mon propre loyer. Comment pourrais-je bien payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre? A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Mais, Camille, si tu l'avais fait. Je veux dire, hypothétiquement, si tu l'avais fait. Maman, ai-je dit doucement, je pense que tu dois te concentrer sur ce qui va se passer ensuite, pas sur ce qui aurait pu se passer avant. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné sans arrêt. D'abord maman, puis papa, puis de nouveau maman. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale, mais j'ai écouté chaque message. Camille, nous devons parler. La société de prêt immobilier a confirmé que les paiements provenaient d'une entreprise appelée Dubois Solutions Numériques. C'est ton entreprise, n'est-ce pas? S'il te plaît, rappelle-moi. Camille, c'est papa. J'ai examiné nos relevés bancaires et tu as raison. Nous n'avons jamais mis en place de paiements automatiques.
quelqu'un d'autre les faisait pour nous. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. Chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Je commence à comprendre ce que tu voulais dire hier par faire face à la réalité, et je pense que nous devons avoir une conversation très différente. Le soir, j'ai finalement répondu lorsque maman a appelé pour la 7e fois. Camille, s'il te plaît, nous devons parler. De quoi voudrais-tu discuter? Tu as payé notre hypothèque, n'est-ce pas? Pendant 3 ans. Maman, tu as été très claire hier sur le fait que je ne peux même pas payer mon propre loyer. Comment pourrais-je bien payer votre hypothèque? Camille, s'il te plaît, arrête. Je sais que c'était toi. Dubois Solutions Numériques est ton entreprise. Les paiements ont commencé juste après que papa a pris sa retraite et que nous nous inquiétions de joindre les deux bouts. Tu as su d'une manière ou d'une autre que nous étions en difficulté et tu as simplement commencé à payer pour nous. Ce serait assez généreux de la part de quelqu'un qui ne peut pas payer son propre loyer. Camille, sa voix était maintenant faible, très différente du ton confiant qu'elle avait utilisé au dîner. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai dit hier. Pour toutes les fois où j'ai fait des suppositions sur ta situation financière. Pour t'avoir traité comme un échec alors que tu as été. Alors que tu as pris soin de nous. Je suis resté silencieuse un moment, laissant le poids de ces mots s'installer. Maman, quel sera le montant de votre hypothèque le mois prochain? 4 400 €, dit-elle doucement. Et est-ce que toi et papa avez 4 400 € pour la payer? Une pause plus longue. Nous ne sommes pas sûrs. Nous devrons regarder notre budget. Peut-être faire quelques changements. Quel genre de changement? Je ne sais pas encore. Réduire certaines dépenses. Peut-être envisager un refinancement haut. Sa voix s'est éteinte alors que toute la réalité commençait à la frapper. Maman, ai-je dit doucement, quand tu me sermonnais sur la responsabilité financière hier, étais-tu capable de payer ton hypothèque sans aide? Non, a-t-elle chuchoté. Et quand tu parlais de l'embarras d'avoir une fille qui ne peut pas payer son loyer, payais-tu tes propres factures? Non. Alors, quand tu as dit à Monsieur Durand que j'étais le membre de la famille qui ne pouvait rien apporter de significatif, qu'apportais-tu exactement? Silence. Camille, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Que pendant que vous m'humiliez publiquement pour mon irresponsabilité financière, je couvrais en privé votre irresponsabilité financière? Ce n'est pas. Nous n'étions pas irresponsables. Le revenu de retraite de papa est juste plus bas que ce que nous attendions et avec l'inflation. Maman, il n'y a rien de mal à avoir besoin d'aide financière, mais il y a quelque chose de très mal à avoir besoin d'aide financière tout en sermonnant les autres sur la responsabilité financière. Au cours de la semaine suivante, la réalité de leur situation est devenue de plus en plus claire. Sans le mystérieux paiement d'hypothèque qu'ils recevaient sans le savoir, maman et papa faisaient face à un déficit mensuel de près de 4 500 € une fois toutes leurs dépenses calculées. Papa a appelé mardi. Camille, nous avons passé nos finances au peigne fin. Sans ce paiement d'hypothèque, nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Quelles sont vos options? Nous ne sommes pas encore sûrs. Peut-être pourrions-nous contracter un prêt sur valeur domiciliaire pour couvrir la différence ou envisager un refinancement, mais notre ratio dette-revenu n'est pas idéal pour obtenir une approbation. Et si vous réduisiez les dépenses? Nous examinons cela aussi. Maman parle déjà d'annuler certains abonnements et de réduire les courses, mais même avec des coupes importantes, nous sommes toujours à court. Et si vous demandiez de l'aide à Mathieu? Il semble bien s'en sortir financièrement. Nous lui en avons parlé. Il est prêt à aider un peu, mais 4 400 € par mois, c'est plus que ce qu'il peut gérer avec sa propre hypothèque et les dépenses des enfants. Je vois. Camille, je sais que nous n'avons aucun droit de demander, surtout après la façon dont nous t'avons traité, mais y a-t-il un moyen pour que tu puisses continuer à nous aider? Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement, te rembourser quand nous serons dans une meilleure situation. J'étais assise dans mon bureau, examinant une proposition de contrat d'une valeur supérieure à celle de leur maison. Papa, tu te souviens de ce que maman a dit hier sur le fait que je ne peux même pas payer mon propre loyer? Camille, s'il te plaît. Nous savons que nous avons eu tort. Nous sommes désolés. Je sais que vous êtes désolé, mais être désolé ne change pas le problème fondamental. Quel problème? Le problème est que pendant 3 ans, vous avez reçu une aide financière que vous n'avez pas reconnue,
pas apprécié, et même pas identifié. Et pendant ce même temps, vous avez critiqué la personne qui fournissait cette aide pour son irresponsabilité financière. Nous ne savions pas que c'était toi. Mais vous saviez que quelqu'un vous aidait, n'est-ce pas? Les calculs devaient bien tomber d'une manière ou d'une autre. Vos dépenses étaient couvertes par des revenus que vous n'aviez pas, une autre pause. Nous pensions que la pension de papa était peut-être plus élevée que nous ne le pensions ou que nous gérions simplement mieux que prévu. Papa, pensais-tu vraiment que tu étais devenu meilleur en gestion d'argent, ou ne voulais-tu simplement pas regarder de trop près comment les chiffres s'additionnaient? Silence. La vérité, papa, c'est que tu étais heureux d'accepter de l'aide tant que tu n'avais pas à reconnaître d'où elle venait ni à en être reconnaissant. Au moment où tu as dû faire face au fait que ta fille te soutenait financièrement, c'est devenu un problème. Mathieu a appelé vendredi. Camille, nous devons parler de maman et papa. Qu'y a-t-il à leur sujet? Ils paniquent à propos de la situation de l'hypothèque. Ils m'ont demandé de l'aide, mais honnêtement, je ne peux pas couvrir 4 400 € par mois en plus de mes propres dépenses. Juliette et moi avons fait les calculs et ce n'est tout simplement pas faisable à long terme. Cela semble être une position difficile. Camille, je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as payé leur hypothèque pendant 3 ans. Te l'ont-ils dit? Ils n'ont pas eu besoin. Dubois Solutions Numériques, le compte professionnel, le moment où les paiements ont commencé. C'est évidemment toi. Et où veux-tu en venir? Je veux dire que tu es clairement en position de les aider, et ils ont désespérément besoin d'aide. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Mathieu, au dîner de Noël, qu'as-tu dit quand maman m'humiliait publiquement à propos de ma situation financière? Je lui ai dit que nous devrions peut-être en discuter en privé. Mais tu n'as pas corrigé ces suppositions sur mes finances. Je ne connaissais pas tes finances. Tu savais que je ne vivais pas comme quelqu'un qui a du mal à payer son loyer. Tu savais que mon appartement était dans un quartier cher. Tu savais que je m'habillais bien quand je le voulais. Tu savais que je dirigeais une entreprise qui générait clairement des revenus. Je suppose que j'ai juste pensé. Tu as pensé ce qu'il était pratique de penser. Tout comme maman et papa ont pensé ce qu'il était pratique de penser. Camille, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rester assis tranquillement pendant que tes parents humilient publiquement ta sœur pour son irresponsabilité financière alors qu'elle subventionne leur style de vie depuis 3 ans. Mathieu est resté silencieux un moment. Tu as raison. J'aurais dû intervenir. Oui, tu aurais dû. Mais ils ont vraiment besoin d'aide maintenant. Et j'avais vraiment besoin de soutien à ce dîner. Mais le soutien est quelque chose que l'on donne aux membres de sa famille, pas quelque chose que l'on prend simplement. Alors que se passe-t-il maintenant? Ils perdent la maison? Mathieu, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils font face à la même réalité financière que tous les autres adultes. Ils doivent s'assurer que leurs dépenses ne dépassent pas leurs revenus. Mais tu pourrais les aider. Je pourrais. Mais la question est de savoir si l'aide est quelque chose que l'on donne aux gens qui vous respectent ou quelque chose que l'on donne aux gens qui ne vous respectent pas. Ce week-end-là, j'ai pris une décision. J'ai rédigé un courriel à mes parents et à Mathieu. Maman, papa, et Mathieu, je veux être clair sur la situation à l'avenir. Au cours des 3 dernières années, j'ai effectué les paiements de votre hypothèque depuis mon compte professionnel. Ce n'était pas un prêt, c'était un cadeau fait par amour et par respect pour vous en tant que parent. Le montant total était de 160 000 €. J'ai arrêté de faire ces paiements parce que jeudi soir, vous avez clairement indiqué que vous me considérez comme un fardeau financier et une source d'embarras pour la famille. Vous avez spécifiquement déclaré que je ne peux pas payer mon propre loyer, et que mon mode de vie est irréaliste et insoutenable. Je réalise que continuer à soutenir financièrement des personnes qui ont une si piètre opinion de mes capacités financières serait incompatible avec votre évaluation de ma situation. À l'avenir, vous devrez prendre des dispositions pour couvrir vous-même les paiements de votre hypothèque. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre vos options, je vous recommande de parler à un conseiller financier ou à un conseiller en crédit. Je vous souhaite le meilleur pour résoudre votre situation financière. Camille, j'ai lu le courriel 3 fois avant de l'envoyer. Il était professionnel, clair et définitif. Mon téléphone a commencé à sonner 20 minutes après que j'ai cliqué sur envoyer. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Camille, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous comprenons maintenant à quel point nous avons eu tort. S'il te plaît, rappelle-nous. L'appel suivant venait de Mathieu.
Camille, c'est de la folie. Ce sont tes parents. Tu ne peux pas simplement les laisser tomber comme ça. Le troisième appel était de papa. Camille, je t'en supplie. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. S'il te plaît, ne nous punis pas pour une mauvaise soirée. J'ai éteint mon téléphone et je me suis préparé le dîner. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. De la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir les arbres le long de la rivière commencer à bourgeonner, promettant une autre saison de croissance et de renouveau. La campagne des industries Lefebvre avait dépassé toutes les attentes, menant à 3 contrats d'entreprise supplémentaires et à un réseau de recommandations qui avait essentiellement doublé mon activité. J'avais embauché 2 employés à temps plein et j'avais déménagé dans un bureau plus grand dans le même immeuble. Mes parents avaient réussi à garder leur maison, mais de justesse. Ils avaient refinancé à un taux d'intérêt plus élevé, contracté un prêt sur valeur domiciliaire et apporté des changements de style de vie importants. Maman avait trouvé un travail à temps partiel dans une boutique locale. Papa avait commencé à faire du conseil pour son ancienne entreprise. Mathieu les aidait avec 450 € par mois, ce qu'il pouvait raisonnablement se permettre. Nous nous étions parlé 2 fois depuis Noël. Une fois en janvier, quand maman a appelé pour me dire qu'ils avaient réglé leur situation financière et n'avaient plus besoin de mon aide. Une fois en mars, quand papa a appelé pour dire qu'ils étaient fiers de moi pour avoir bâti une entreprise prospère et qu'ils espéraient que nous pourrions réparer notre relation. Les 2 conversations étaient polies et distantes. Elles ressemblaient au genre de conversation que l'on a avec des connaissances, pas avec des membres de sa famille. Je n'étais plus en colère. La colère exige une sorte d'investissement dans la relation que je ne me sentais plus capable de faire. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de plus proche de l'indifférence, ce qui était en quelque sorte pire. La vérité, c'est que j'avais appris quelque chose sur moi-même que je n'avais pas prévu. J'avais toujours cru que l'amour et le soutien devaient être inconditionnels, que la famille signifiait être là les uns pour les autres, quelles que soient les circonstances. Mais j'ai découvert que le respect n'était pas facultatif pour moi. Je pouvais aimer des gens qui ne me respectaient pas, mais je ne pouvais pas les soutenir. Un jeudi d'avril, j'ai reçu un appel de Juliette. C'était assez inhabituel pour que je réponde immédiatement. « Camille, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle directement. » « Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? » « Je voulais te remercier. » « Pourquoi ? » « Pour ce que tu as appris à notre famille sur le respect. » Je suis restée silencieuse, attendant qu'elle continue. Mathieu m'a raconté ce qui s'est réellement passé à Noël, à propos des paiements d'hypothèque, de tout ce que tu avais fait pour ses parents. Et j'ai réalisé que nous avions tous commis la même erreur. Quelle erreur ? Nous prenions ta gentillesse pour de la faiblesse, ta générosité pour de l'incapacité, ta discrétion pour un échec. Juliette, non. Laisse-moi finir. Emma m'a demandé la semaine dernière pourquoi tante Camille ne vient plus au dîner de famille, et j'ai réalisé que je n'avais pas de bonne réponse qui ne nous fasse pas passer pour des gens horribles. J'ai souri malgré moi. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que parfois les adultes font des erreurs qui blessent les gens qu'ils aiment, et que parfois ces erreurs ont des conséquences qui durent plus longtemps que ce à quoi on s'attend. C'est une bonne leçon pour une enfant de 5 ans. C'est une bonne leçon pour nous tous. Camille, Mathieu et moi aimerions t'inviter à dîner un de ces jours. Juste nous et les enfants. Pas d'ordre du jour, pas de drame familial, juste une chance d'apprendre à mieux nous connaître. J'y ai réfléchi un instant. J'aimerais beaucoup. Bien. Et Camille, ce que tu as fait arrêter les paiements, les forcer à affronter la réalité, c'était la bonne chose à faire. Ils avaient besoin de comprendre ce qu'ils avaient perdu. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau, regardant la ville. Juliette avait raison sur une chose, il y avait des leçons à tirer pour tout le monde. Pour mes parents, la leçon portait sur la gratitude, le respect, et la différence entre soutenir quelqu'un et entretenir sa dépendance. Pour Mathieu, la leçon était de prendre la défense des membres de la famille qui méritent du soutien, même lorsque c'est inconfortable. Pour moi, la leçon portait sur les limites, le respect de soi, et la différence entre aider les gens et permettre aux gens de profiter de votre aide. Mais peut-être la leçon la plus importante était-elle la suivante, le soutien financier sans soutien émotionnel n'est qu'une transaction commerciale. Et les transactions commerciales peuvent être annulées à tout moment. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Juliette. « Que dirais-tu de dîner samedi soir ? » « Parfait, » a-t-elle dit. « Je ferai les pâtes préférées d'Emma. » Et Juliette,
Merci de comprendre. Merci de nous avoir appris. En raccrochant, j'ai réalisé que certaines relations pouvaient être réparées, que certaines limites pouvaient être redessinées, et que certaines dynamiques familiales pouvaient être changées. Pas toutes, mais certaines. Et parfois, c'était suffisant.